La Fondation Maison Gilles Carle poursuit un vaste projet de portraits vidéo auprès de personnalités diverses dont l'objectif, au-delà du témoignage personnel, est d'interroger le Québec lui-même. Sa vision, son rêve et le regard d'une société dont les effectifs de vieillissement impliqueront bientôt la moitié de sa population. C'est Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants, qui s'est vue sollicitée pour inaugurer ces portraits. Ne sachant pas moi-même que j'étais aidante auprès de mon conjoint Gilles Carle, atteint de la maladie de Parkinson, c'est alors que j'ai rencontré pour la première fois Marguerite Blais au cours d'une entrevue à la radio. Rencontrer? Non, le mot est trop doux. Je l'ai prise d'assaut en criant au secours. Je vis chaque jour au-delà de l'urgence, à quêter des fonds pour défrayer les coûts exigés par les soins que nécessite la maladie de Gilles. Autrement, c'est la mort assurée. Marguerite m'a aidée, et cette aide m'a enlevé la boule à l'estomac. Et Gilles Carle a vécu 10 années de plus. Comment ne pas vouloir que la société entière puisse bénéficier du même traitement? Comment ne pas vouloir que se multiplient les Marguerite Blais? Cette histoire, je ne cesserai jamais de la relater, parce qu'elle me dépasse et touche l'origine du long cheminement qui est devenu, sous la houlette de Marguerite Blais, la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Réussite qui n'était guère prévisible au départ et dont Marguerite Blais porte le flambeau. La ministre ajoute à son crédit la mise en œuvre de la loi 56, la politique nationale et le plan d'action qui l'accompagne, reconnaissant enfin les personnes proches aidantes comme élément essentiel du système de santé au Québec. Il s'agit là d'une initiative précurseur à l'échelle de la planète. La proche aidance existe depuis les débuts de l'humanité, mais sa mise en pratique au Québec est la question que la Fondation est amenée à creuser. Un élément biographique s'impose pour rappeler que Marguerite Blais a été une enfant prodige à qui tout a réussi. Dans le domaine de la musique, de la danse, alors que toute jeune, elle a cumulé les prix. Et ensuite, elle a réalisé un doctorat consacré au phénomène de la surdité. Il y a ainsi une continuité se fondant sur la santé dans la carrière politique de Marguerite Blais. Bonjour Marguerite. Bonjour Chloé. En ces journées colorées, où les saisons s'entrecroisent avec un sentiment de partage, toi qui t'es vue récemment forcée de prendre un mois de répit, avec le loisir de t'offrir quelques flâneries nutritives, à lire la nature ou attraper un livre en attente, comment te sens-tu? Je suis contente d'être de retour, premièrement, parce qu'on va déposer le premier plan d'action pour les personnes proches aidantes, en proche aidance. Donc, pour moi, c'est important parce que Chloé, dans la loi qui a été adoptée le 28 octobre 2020, on a l'obligation de déposer une politique et un an plus tard, on a l'obligation de déposer un plan d'action qui va structurer finalement toute la conséquence de cette loi-là. Parce qu'il faut mettre ça en place, là. On a 61 actions, c'est pas rien. On a 17 ministères et organismes qui ont travaillé sur ce plan d'action. On a formé un comité interministériel, ça doit être suivi à la loupe, là, tu sais. Le ministre a l'obligation de déposer un rapport annuellement. Puis ce qu'on vise, finalement, c'est que les personnes proches aidantes soient en mesure d'être suivies au niveau de leur bien-être et de leur santé. Okay. C'est pour ça qu'un plan d'accompagnement pour la personne reconnue proche aidante, comme ce que tu as été, personne proche aidante, ça va devenir très important. Parce qu'on ne pourra plus faire fi de la personne proche aidante. Elle va faire partie, je dirais, des solutions
Combien de fois qu'un proche aidant s'est vu dire sortez de la chambre, c'est pas de votre responsabilité. Puis après ça, le proche aidant se retrouve à la maison avec l'être cher, puis devient à la fois préposé aux bénéficiaires, infirmière ou infirmier auxiliaire, pharmacien, devient tout ça, sans accompagnement. On était rendu là, Chloé. Toi qui s'es battue pendant tellement d'années pour cette reconnaissance envers les personnes proches aidantes. Est-ce que le proche aidant pourra un jour avoir une sorte de compensation ou d'allocation, ou ça, c'est un rêve peut-être, mais... Bien, c'est une question extrêmement délicate parce qu'il y a des personnes proches aidantes qui recevaient une contribution, entre autres, là, en Angleterre. Et puis, bien, il s'est avéré que ces personnes-là, finalement, ne faisaient pas le travail. Tu sais, accompagnaient pas réellement la personne proche aidante. Mais on est en train de travailler sur la révision du crédit d'impôt, pas du crédit d'impôt, mais la révision du chèque emploi-service, pour faire en sorte que les personnes proches aidantes qu'elles puissent avoir accès à ce chèque emploi-service-là pour être en mesure de bien accompagner la personne malade, parce que tu le sais, là, les proches aidants s'épuisent physiquement, psychologiquement, mais aussi financièrement. Là. Puis, comme on sait que c'est 58 des femmes qui sont des personnes proches aidantes, les hommes sont là pour 42 bien, on a un devoir là, de les aider à exercer leur solidarité familiale, à exercer leur rôle. Les proches aidants sont très, très, très heureux de pouvoir jouer ce rôle-là, mais souvent, la personne s'épuise, tombe malade, puis on le voit chez les personnes âgées. Là. Des fois, le proche aidant décède avant la personne qui est aidée. Là. Alors, pour toutes ces raisons-là, et si on veut faire des soins à domicile une priorité au Québec, bien, on a intérêt à se préoccuper et à s'occuper des personnes proches aidantes. Nous sommes ici pour nous entretenir d'éléments qui nous rapprochent depuis longtemps, sous l'égide de la proche aidance. Je sais qu'il y a plusieurs vies en toi qui s'entrecroisent. Au départ, tu étais une musicienne et je pense que tu as été professeure de piano. Professeure à la maternelle. À la maternelle. Une maternelle musicale. Wow! Puis aussi, bien ça, une sportive, on le sait, tu as gagné le concours de patin à roulettes, puis de danse à claquettes. Puis, mais toi, toi-même, enfant, tu rêvais à quoi? Moi, je rêvais à faire du musical. À l'époque, il y avait Muriel Millard, hein? Puis il y avait Joséphine Bacquer. Moi, Joséphine Bacquer, écoute, je l'aimais, cette personne-là, puis elle avait adopté je ne sais pas combien d'enfants. Puis j'ai adopté des enfants, là. C'est pas étrange à Joséphine Bacquer. Écoute, mon père m'avait dit, à 30 ans, tu ne pourras plus danser, mais à 30 ans, tu pourras jouer du piano. Fait qu'il m'a vraiment orientée autour de la musique. Il m'enfermait dans le salon pour que je fasse mes heures de pratique. Mais ton désir était plus de chanter? Bien, de danser, de chanter, c'était la scène. Ouais. C'était la scène, tu sais. Ah oui. Puis j'ai fait des 45 tours, mais je me suis rendu compte que j'avais pas la voix de Diane Dufresne, fait que j'ai arrêté. Bien là, s'il faut juste avoir la voix de Diane Dufresne pour chanter, moi, il va falloir que j'arrête aussi. Du patinage à la musique, de ton travail dans les organismes caritatifs, à toutes ces années comme animatrice à la télé, de tes études à l'UQAM et à l'UDM, à l'engagement électoral, l'appel du monde politique ne cessait de courtiser ta carrière. Quel est le chaînon reliant tous ces aspects de ta carrière? Écoute, je pense que l'être humain n'est pas fait pour faire une carrière une fois pour toutes dans sa vie, qu'on est appelé souvent à prendre des avenues différentes. Toi, par exemple, tu as fait du cinéma, tu chantes, tu écris de la poésie, tu t'occupes d'une fondation pour les proches aidants. Mais je pense que c'est le propre de l'être humain, hein, d'avoir différentes avenues. Moi, je me suis fait dire à l'âge de 41 ans que j'étais trop vieille pour faire mon métier.
Je commençais à 41 ans à avoir, je dirais, un certain recul par rapport à mon ego, puis d'être capable de vraiment entrer en communication avec la personne qui était assise en face de moi. Puis là, tout d'un coup, tu te fais dire, t'es trop vieille. C'est en 1991. Je suis allée en Afrique avec Vision mondiale, puis ça m'a beaucoup marqué. Des femmes africaines qui ont rien, qui ont beaucoup de panache, beaucoup de fierté, qui ont rien puis qui sont prêtes à te donner tout. Elles ont rien, mais elles te donnent leur poule. Et tout ça, puis je suis revenue, puis je me suis dit, on est tellement gâtés ici, là, au Québec, c'est incroyable. Et finalement, j'ai encore fait quelques émissions, mais dans les années 96, je suis devenue directrice de la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse. Je n'avais jamais travaillé dans un bureau. Mais en même temps, je me suis inscrite en 95 à l'UQAM. Parce que mon père me disait toujours, une personne qui n'a pas été à l'université, moi je viens d'un milieu ouvrier, je suis née à Pointe-Saint-Charles. Mon père me disait, une personne qui n'a pas été à l'université, c'est pas une personne qui est complète. Écoute, il m'aurait dit ça pendant je ne sais pas combien d'années. Fait que là, je me suis dit, c'était le bon timing, je me suis dit, quelqu'un me dit que je suis trop vieille pour faire mon métier, il faut que je me redéfinisse autrement. Hein, c'est vraiment ça. Et là, à l'université, j'ai appris à écrire. Parce que je venais de l'oralité. J'avais toujours travaillé avec l'oralité, non pas avec l'écriture. Et quand on écrit, on est obligé de faire des phrases complètes. On ne peut pas laisser les phrases en suspens. Puis j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Mais finalement, j'ai réussi à faire ma maîtrise, mon doctorat, puis mon post-doctorat, puis ça correspondait à ma redéfinition, mais plus que ça, à mon époque, quand je travaillais à la télévision, Chloé, là, les blondes comme moi, c'était des cocottes. On était perçus comme des faire-valoir. Toujours des faire-valoir. Alors, il fallait toujours se définir par rapport à prouver qu'on était intelligent. Fait que ça m'a suivi toute ma vie, se prouver que j'étais intelligente à quelque part. Je me souviens, les premières lunettes que j'ai portées, c'est pour avoir l'air intellectuel. Aujourd'hui, je porte des lunettes parce que je suis obligée de porter des lunettes. Alors, ça fait partie de ce cheminement-là. Et on était venu me chercher, Robert Bourassa était venu me chercher dans les années 80 pour que je me présente en politique, puis j'avais refusé parce que je venais d'acheter une maison, elle n'était pas payée, j'avais des contrats avec Métro, avec la télévision, j'avais 2 émissions de télévision en même temps. Je ne pouvais pas tout laisser ça. Puis en plus, je ne me sentais pas assez solide pour faire de la politique. Puis ça m'a suivi toute ma vie, là. Gilles Duceppe m'a demandé de me présenter, Mario Dumont, une année, ça n'arrêtait pas. Fait que je me suis dit, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Et finalement, quand Jean Charest, l'histoire est trop longue, je ne vais pas la raconter, m'a demandé de me présenter. Ben là, j'ai dit oui, puis le lendemain, il y avait, ou à peu près, il y avait des photos de moi partout, ces poteaux téléphoniques, puis je ne savais pas trop ce qui m'arrivait dans ma vie. Mais j'avais 57 ans. Puis en regardant derrière, mes enfants étaient plus grands, les enfants que j'avais adoptés, les enfants que j'avais accueillis. Fait que je me suis dit, peut-être que je peux contribuer à développer des projets de société en politique. Puis c'est comme ça que je suis arrivée en politique. Je ne suis pas une politicienne. C'est pas la partisanerie qui m'intéressait, comme le fait d'être capable de déposer des politiques, des lois. C'est la seule place, là, l'Assemblée nationale. Il faut y penser, là. Sur le 8,5 millions d'habitants, tu as seulement 125 personnes pour représenter l'ensemble des citoyennes et des citoyens du Québec. Alors, c'est une responsabilité, c'est quelque chose, là. L'aidance, qui constitue le fondement de l'humanité et de sa survie, est devenue chaque jour la nouvelle du jour. Tu as l'aidance tatouée au cœur que tu as dit. Tu t'es entièrement investi dans le domaine de la surdité au point d'en faire ta thèse de doctorat. Comment perçois-tu la situation entre aujourd'hui
et à l'époque où tu étais à l'université? Quand je suis arrivée au Conseil de la famille et de l'enfance comme présidente en 2003, on avait amorcé un avis pour le gouvernement qui s'appelait « Vieillissement et santé fragile, un choc pour les familles ». Et dans cet avis-là, à la fin, on parlait de l'aidant naturel. On ne disait pas le proche aidant, l'aidant naturel. Et la conclusion était la suivante. Jusqu'où une famille peut-elle aller pour apporter son soutien et quand les intervenants en santé, les professionnels de la santé, doivent-ils intervenir? On n'allait pas plus loin que ça, mais en 2003, cette question-là commençait à être sur les lèvres. Et tu te souviens qu'on disait les aidants naturels, puis après ça, il y en a qui disaient c'est pas naturel, c'est surnaturel. Et puis finalement, ça a bifurqué vers les proches aidants. Puis il y a un nouveau mot qui est apparu qui s'appelait la proche aidance. Puis même moi, je me suis fait conseiller de ne pas utiliser ce terme-là parce qu'il n'était pas dans le dictionnaire. Puis avec la consultation qu'on a eue pour la loi, il y avait la post-aidance. Fait que là, ce sont des termes qui sont en train de faire partie de notre langage. Et c'est ça qui fait aussi évoluer. Si ces termes-là existent, c'est parce qu'il y a une évolution dans le temps. Il y a une réalité. Il y a une réalité, il y a une évolution. Puis, avec la loi, la politique et aussi le plan d'action, c'est pas seulement les proches aidants de personnes âgées, là. Il y a des enfants qui sont des proches aidants. Des enfants qui vont à l'école et qui s'occupent de leurs parents. Et ça, c'est pas rare. Il y a des parents qui, auparavant, on leur disait, vous êtes des parents, ils ont mis au monde un enfant en situation de handicap, lourdement handicapé. Ils n'étaient pas reconnus comme proches aidants. Là, maintenant, ces gens-là sont reconnus comme proches aidants. Fait qu'on voit qu'il y a une réalité qui change. On voit que les personnes qui vieillissent aussi, souvent, ces gens-là, ces personnes-là sont inquiètes. Pourquoi? Parce que leur fils ou leur fille, souviens-toi, je fais une digression, là, souviens-toi, les trisomiques décédés à 21 ans, maintenant, ils peuvent vivre jusqu'à 60 ans et même plus. Les parents sont inquiets. Qu'est-ce qui va arriver avec mon enfant quand moi, je serai partie? Qui va s'occuper de mon enfant? Fait que ce sont de nouvelles réalités. Comment faire de la conciliation avec études et proche aidance? Comment faire de la conciliation travail proche aidance? Ce sont de nouvelles réalités avec lesquelles on doit composer. Une femme à Cowansville nous a dit son enfant trisomique, bon, Cowansville depuis 2012, ça va faire bientôt 10 ans, elle a dit, si je n'avais pas eu la maison Gilles Carle, je serais morte depuis longtemps. Bien, grâce à toi, grâce à ton idée de maison Gilles Carle, bien, il y a 101 lits maintenant de développés au Québec. Et ça, c'est un changement de paradigme là, qui est en train de s'opérer. Les centres de jour, moi aussi, j'avais été à Cowansville, et puis il y a une dame qui est arrivée pour reconduire sa fille. Cette dame-là avait 83 ans. Sa fille, auparavant, était dans une famille d'accueil, mais la famille d'accueil a cessé ses activités. Elle a dû reprendre sa fille, puis elle m'a dit, je suis tellement contente de pouvoir amener ma fille ici 2-3 fois par semaine, parce que sinon, je ne saurais pas qu'est-ce que je ferais. C'est ça, les différences dans la vie. Ça ne fait pas la une des journaux, mais ça fait la une de nos cœurs. Ça fait, quand tu reçois des témoignages de cette nature-là, ça ne peut pas faire autrement que de dire, j'ai pris la bonne décision. Exactement. Puis tu as été ma muse. Tu as été celle par qui ces maisons-là se réalisent. T'as beau avoir des ministres, mais les ministres, là, il faut qu'ils fonctionnent aussi avec le plan du premier ministre. Puis le premier ministre, il veut ces maisons-là. Oui. Puis il y avait une On a dit qu'on en aurait 20 sur 10 ans. Et puis on est rendu avec Cowansville à 9. Puis il y en a d'autres en élaboration, là, à travers le Québec, qui sont toutes différentes les unes des autres, là. On ne discrimine pas à l'intérieur de ces maisons-là. Je me disais avec Gilles, quand l'idée est née, ça ne peut pas être juste des parkings sonnés, il va virer fou.
Tu sais, c'est l'idée de mélanger les Bien, dans langues. une société, il y a toutes sortes de gens, là. Il faut C'est que les ça. gens continuent à vivre comme dans une société. Voilà. Puis c'est ça, la beauté de la vie, là. Sans un lit de répit actuellement. Puis c'est jusqu'à... En fait, ça va monter à 200 lits, on peut dire grosso Ouais. modo. Ça, c'est de ta faute. C'est de ma... En tout cas, merci C'est Gilles. de ta faute, c'est ta très grande... Oui, puis oui, Merci. il On y a oublie des... que c'est Gilles derrière. Moi, j'étais Ben, le véhicule. c'est Gilles, mais... c'est toi, puis moi, j'ai été une roue à ce véhicule-là. Pour faire un collier de perles, ça prend plusieurs perles. Oui. Alors, t'es une perle, je suis une perle, t'es peut-être plus qu'une perle, t'es peut-être la chaîne aussi. Tu sais, moi, j'aime l'audace. On développe des projets en gériatrie puis en gérontologie sociale pour briser l'isolement chez les personnes âgées puis chez les personnes en situation de handicap. Puis je trouve ça très important. Mais c'est dur d'implanter des nouvelles idées, des nouvelles cultures. Oui. Tu sais, Les gens... on est face à un inconnu, puis on met ça sur pied avec de l'argent public, puis il faut faire attention. Mais je suis bien contente des maisons Gilles Carle. Les maisons Gilles Carle n'existeraient pas si tu n'avais pas été là, si tu ne l'avais pas porté, parce que même quand on dit François Legault, mais ça avait commencé bien avant, ta bataille pour les proches aidants, puis trouver une solution, parce qu'au fond, la solution, elle s'adresse à l'aidant. Bien oui, on t'avait aidé un petit peu à l'époque avec la maison de Cowansville, mais c'était une petite aide ponctuelle. C'est un début. Je voulais parler du rêve québécois, parce qu'à l'époque, le rêve québécois, ça a séduit une bonne partie de la planète, en tout cas. Puis aujourd'hui, c'est comme si le Québec lui-même, dans sa totalité, il se retrouve en situation d'aidant aidé. À quoi penses-tu que le Québec de l'aidance rêve aujourd'hui, là, à part les maisons, à part... Plus de moyens. Ça, je veux dire... Écoute, les services ne sont pas encore rendus là, tu sais, totalement. Là. C'est pas parce qu'on a une loi, une politique, un plan d'action là, que tout est en place puis que tout fonctionne. Tu sais, si on veut garder les gens à domicile le plus longtemps possible, il faut que ces gens-là puissent avoir accès aux soins puis aux services. Là. Tu sais, il y a un vaste chantier là, par rapport au soutien à domicile, puis il faut vraiment... faut que ça change, là, tu sais. On n'a pas le choix avec le vieillissement de la population, là. Puis on l'a vu avec la COVID. Hein, il y a des enfants qui ont commencé à dire « on va garder les parents avec nous autres ». Oui. Et ça, c'est nouveau. C'est vrai. Et ça, c'est un changement aussi qui est en train de s'opérer. Parce que les gens ont vu comment on était peut-être un peu trop individualiste. Mais ça fait pas si longtemps. À l'époque, tout le monde vivait ensemble, là. Ben oui. Puis après ça, là, c'est chacun pour soi. Là. On est vraiment dans le chacun pour soi. Mais j'ai même ma directrice de cabinet là, qui est en train de faire un petit agrandissement là, pour que sa belle-maman puisse vivre là. Là. Puis, tu sais, je le vois à plein d'endroits, j'en entends parler. Fait qu'il faut que les municipalités donnent plus de permis pour les maisons intergénérationnelles. Tout ça, c'est bon, tu comprends? Puis il faut aussi retrouver des centres de jour. Parce qu'il y en a beaucoup de centres de jour qui ont été coupés, des centres de jour où les personnes peuvent aller socialiser. C'est pas normal de toujours être seul, tu sais, avec toi-même, puis vieillir seul, puis être devant la télévision. L'être humain a besoin de contact. Donc, les centres de jour, là où ils trouvent le contact, et ça coûte presque rien, par rapport aux résidences privées, disons, les grosses chaires. On ne pourra jamais enlever ça, les résidences privées, parce que les gens qui entrent là, ils signent un bail en bon uniforme. Tu ne peux pas dire aux gens, allez pas dans une résidence privée, là, c'est leur choix. C'est leur choix. C'est leur choix. Dans des petits milieux, ça, parfois, c'est plus difficile. Les gens ne peuvent plus rester chez eux, puis ils vont là, mais ils vont dans certaines petites résidences pour être capables de vivre et de recevoir des soins et des services. Ça, on ne pourra jamais l'enlever, là, les résidences. On en a beaucoup au Québec, on en a plus qu'ailleurs. Ça, on ne pourra pas l'enlever. Par le passé, on a coupé des centres de jour. Il y en avait 95, là, à travers les CHSLD, on en a coupé. Il faut retrouver des centres de jour. Tu sais, est-ce que ce sera dans les CHSLD ou ailleurs? Mais l'important, c'est qu'il faut qu'on fasse bouger nos personnes. Puis, tu sais, tu parlais de surdité tantôt, là. Moi, j'ai toujours dit que les personnes sourdes, c'est un handicap invisible. Mais les personnes aînées ont été, avant la COVID, des personnes invisibles.
Ah ouais, Puis là, tout d'un coup, on a commencé à voir les personnes c'est vrai. à cause de la pandémie. Parce qu'on a peur du vieillissement, Chloé. On a peur de la mort. On a peur à notre propre finitude. Fait que c'est pour ça qu'il y a une opacité autour des CHSLD. Il n'y a pas tant de monde que ça là, qui entre dans les CHSLD à aller voir des êtres chers. Là. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui n'ont jamais de visite. Ils Là. sont seuls. Tu sais, alors, on n'a pas apprivoisé la mort. C'est vrai. C'est ça, les maisons Gilles Carle, on donne des répits sur le long terme. En fait, les gens peuvent rester jusqu'à 1 mois, mais il y a du répit de jour aussi. Donc, il y en a quand même beaucoup qui viennent seulement de jour. Au moment où la personne s'en va travailler, bien, elle laisse la personne Ouais. malade, puis Mes elle prochaines revient. vacances, je vais aller dans une maison Gilles Carle. Je Oh, suis il y en- certaine que je vais avoir un bon répit. Toutes les maisons Gilles Carle sont belles, différentes, et on sent tellement de la part des gens qui travaillent un amour de leur travail. Oui, bien, peut-être, Chloé, si tu le permets, j'aimerais ça les féliciter. Oui, J'aimerais ça féliciter les personnes qui œuvrent à l'intérieur des maisons Gilles Carle, les professionnels, les bénévoles, les gens qui tiennent ça à bout de bras, c'est le cas de le dire, hein, et qui y croient. Ça prend une croyance que les maisons font une différence parce qu'on est toujours dans l'être humain, puis on est toujours là pour faire en sorte que les gens se sentent mieux. Puis je souhaite, moi, quand je serai beaucoup plus vieille, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais vivre, là. Je suis quand même la doyenne à l'Assemblée nationale. Je souhaite que les maisons Gilles Carle, comme la gériatrie sociale, je souhaite pouvoir dire, regarde, c'est ça, aller en politique pour des changements de cette nature-là. j'aimerais ça conclure avec le projet de loi 56 que tu as porté au bout de tes bras. Depuis quand tu rêvais de créer ce projet de loi? Bien, surtout quand j'ai été proche aidante de mon mari. OK. Fait qu'en étant proche aidante de Jean-Guy, j'ai vu c'était quoi. J'ai commencé à faire des conférences. Je parlais Ouais. de ma réalité. Puis après ça, j'ai commencé à emballer mes conférences puis à parler plus comment ces gens-là pourraient obtenir des services. Finalement, j'ai écrit un livre, De l'approche aidance à la bienveillance, où j'exhortais les partis politiques qui se présentaient pour les élections de 2018 à déposer une politique de l'approche aidance. Fait que finalement, c'est moi, je suis sortie de la conclusion du livre, puis je suis allée faire moi-même la politique. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis un jour, j'ai dit, il faut faire une loi. Puis les gens disaient, on n'a pas besoin de loi, on a une politique, puis on va avoir un plan d'action. Puis j'ai dit, non, tu sais, il n'y a pas beaucoup... il n'y a pas beaucoup d'endroits à travers le monde qui ont une politique des proches aidants. Puis souvent, la politique est assez minime. Tu sais, c'est reconnaître la personne proche aidante dans le cadre d'une semaine ou d'une journée. Puis je me suis fait dire oui par le premier ministre. Puis voilà, la loi est là. Fait que c'est pas la loi Marguerite Blais, c'est la loi pour les personnes proches aidantes. On a un petit cadeau pour toi qui aime l'écriture. J'ai demandé de la part de la Fondation au poète Jean Morisset de t'écrire un poème. Toi dont l'ancêtre a survécu à la vie. Écrire pour ne pas écrire, écrire pour ne pas le dire, écrire à défaut de savoir comment moduler ses silences, écrire pour apprendre à lire tout ce que cache l'écriture, écrire pour savourer l'esprit des peuples prétendus sans écriture, écrire sans alphabet imposé pour libérer en soi la parole millénaire, écrire pour savourer l'inexprimable, écrire en réponse à la lettre poème et laisser les mots se rédiger eux-mêmes jusqu'au délire, C'est beau, ça. sans ajouter un seul commentaire. Toi dont l'ancêtre a survécu à la vie. C'est magnifique. Merci.